Le 5 octobre 2025 est sorti un livre au titre très évocateur. Si quelqu'un l'a construit, tout le monde meurt. Écrit par 2 experts de l'IA, son message est limpide. Si quelqu'un parvient à créer une IA super intelligente, alors toute l'humanité disparaîtra. Dès sa parution, le livre devient un best-seller, fait le tour des journaux et se voit recommandé par les meilleurs scientifiques au monde. En même temps, il y a de quoi. L'extinction, ce n'est pas rien, et les auteurs savent de quoi ils parlent. Eliezer Yudkowsky est le fondateur du MIRI, le Machine Intelligence Research Institute. Dès les années 2000, il travaille sur l'intelligence artificielle et s'aperçoit rapidement du risque existentiel que représente cette technologie. Ned Soares, de son côté, est un ancien employé de chez Microsoft et Google. Alors, quand ces 2 personnages sont aussi catégoriques sur une histoire d'intelligence artificielle et de fin du monde, il est bon d'y jeter au moins un œil. Du coup, j'ai lu le livre. À l'intérieur, ils répondent notamment à une question centrale. Pourquoi et comment une IA surhumaine nous tuerait tous ? Concrètement, quelles sont les étapes pour passer de ChatGPT à l'extinction totale ? Dans le bouquin, ils décrivent en détail comment tout ça pourrait se dérouler, et c'est précisément ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Alors c'est parti, plongeons dans l'apocalypse. Dans un premier temps, on doit se rendre à l'évidence. Les IA font mieux que nous dans de plus en plus de domaines, et il n'y a aucune raison de penser que ça va ralentir. Évidemment, ChatGPT ne peut toujours pas changer une roue de voiture, mais donnez-lui une tâche intellectuelle telle que la compréhension d'un texte, la résolution d'un problème mathématique ou l'écriture de code, et il fera bien mieux qu'un humain moyen. Sauf que ça, ce n'est que le début. L'objectif explicite des géants de la tech est de parvenir à une super intelligence, une IA supérieure à l'humanité de plusieurs ordres de grandeur. Une super intelligence serait meilleure qu'Einstein en recherche scientifique, meilleure que Mozart en musique et meilleure que Napoléon en stratégie militaire. Aujourd'hui, la quasi-totalité des experts du domaine pensent que la superintelligence sera créée. La seule inconnue réside dans la date. Sur ce graphique, vous pouvez voir les prédictions de cette date en fonction de l'année où la prédiction a été faite. On voit bien qu'entre 2017 et 2022, les experts prévoyaient l'arrivée de la superintelligence aux alentours de 2050. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 2030. Donc ça avance vite, très vite. En plus, il faut le dire, les cerveaux de silicium ont pas mal d'avantages par rapport à nos pauvres cerveaux biologiques. Les IA sont beaucoup plus rapides, ont une mémoire plus étendue et peuvent travailler sans relâche. Encore mieux, là où il faut à peu près 20 ans pour produire un cerveau humain performant, une IA peut s'autorépliquer en quelques secondes. Et surtout, les IA ont un super pouvoir que nous n'aurons jamais. Elles peuvent s'auto-améliorer. Une IA qui optimise une autre IA, qui en crée une autre plus optimisée, qui elle-même en crée une autre, etc. On parle alors d'explosion d'intelligence. Lorsque ce moment arrivera, on sera en face d'une entité complètement nouvelle, quelque chose qu'on ne pourra pas comprendre, au sens le plus littéral. Si vous m'autorisez ce parallèle, l'humanité est collectivement dans la peau d'un Garry Kasparov lorsqu'il a affronté le supercalculateur Deep Blue en 1996. Lors de ce premier match, Deep Blue a gagné la première partie, ébranlant complètement les certitudes du joueur russe. Kasparov connaissait bien les machines d'échecs. Il avait lui-même participé au développement de plusieurs programmes et savait comment elles calculaient. Pourtant, la première partie l'a complètement déstabilisé. Je me suis retrouvé assis face à Deep Blue de l'autre côté de l'échiquier. J'ai alors immédiatement perçu quelque chose de nouveau, de dérangeant. J'avais joué contre beaucoup d'ordinateurs, mais je n'avais jamais rien vu de tel. Je pouvais sentir, je pouvais presque flairer une nouvelle forme d'intelligence de l'autre côté de l'échiquier. Malgré sa défaite lors de la première partie, Kasparov a fini par gagner le match en 1996, si bien qu'il décide de recommencer dans un autre match une année plus tard. Cette fois-ci, Kasparov gagne la première partie et l'humanité peut souffler un grand coup. En conférence de presse, le joueur russe se sent confiant. On connaît la suite. Kasparov perd finalement le match et l'humanité comprend qu'elle vient de se faire détrôner au roi des jeux de réflexion. Aujourd'hui, aucun être humain peut rivaliser avec un programme d'échecs. Mais évidemment, ça ne concerne pas que les échecs. On se fait irrémédiablement dépasser dans tous les domaines. Lorsque la superintelligence arrivera, on sera comme les Aztèques qui ont vu débarquer les conquistadors sur leur plage. Pourquoi penser qu'un petit groupe d'hommes étranges venus de l'océan serait en mesure de rivaliser avec leur armée ? C'est une réflexion légitime pour celui qui n'a jamais vu de fusil de sa vie. Les Aztèques ne pouvaient pas imaginer que les Espagnols avaient des sortes de bâtons capables de tuer des hommes à plusieurs dizaines de mètres.
De même, nous ne pouvons pas imaginer ce que la superintelligence pourra faire. Alors, vous pourriez me dire que si les conquistadors étaient belliqueux, il n'y a aucune raison de penser qu'il en sera de même pour la superintelligence. Pourquoi voudrait-elle nous tuer ? Et vous avez raison. Après tout, une intelligence artificielle n'est qu'une machine, elle ne veut rien. Et c'est là qu'on arrive au point névralgique du problème. Imaginez, vous êtes en train de jouer aux échecs face à une IA. À un moment, vous faites un mouvement qui menace la dame adverse, et le programme réplique en la mettant à l'abri. Est-ce que l'IA a voulu protéger sa dame ? La plupart des gens diraient que non, le programme n'a fait que choisir un coup dans un arbre de possibilités calculé à l'avance. Mais dans leur livre, Yudkowsky et Soares ne voient pas les choses comme ça. Pour eux, vouloir n'est qu'une stratégie efficace pour faire quelque chose. Prenons l'évolution de notre espèce. Nous, les humains, voulons beaucoup de choses. Pour ne parler que des plus basiques, manger, boire et nous reproduire. Mais alors pourquoi voulons-nous ces choses ? Simplement parce qu'au fil de l'évolution, ceux qui avaient envie de manger, boire et se reproduire ont survécu et transmis leurs gènes. Tout ça n'est pas guidé, l'évolution est aveugle, elle ne fait que punir les perdants et récompenser les gagnants, pendant que les mutations génétiques, elles, font apparaître de nouveaux joueurs, en quelque sorte. Alors, au fil du temps, la volonté est devenue une stratégie efficace. Ce qui nous différencie des autres animaux, c'est que nous avons parfois conscience de ce que nous voulons. Mais ça ne veut pas dire que nous en sommes libérés. Nous n'avons pas choisi d'aimer le sucré, par exemple. Tout comme nous n'avons pas choisi d'aimer nous sentir en sécurité ou d'avoir faim régulièrement. Toutes ces choses sont simplement d'excellentes stratégies pour rester en vie. Tout ce que nous voulons a été façonné par la sélection naturelle, dans un immense jeu aléatoire dont le seul objectif est de transmettre ses gènes. Alors, pourquoi en serait-il différent pour les IA ? Prenons un exemple pour y voir plus clair. Fin 2024 est sorti le modèle O1 d'OpenAI. Cette nouvelle IA a été une amélioration importante par rapport aux précédentes, puisqu'elle a été formée pour générer une longue chaîne de pensée, ce qui lui permet notamment d'avoir un raisonnement complexe. O1 a été entraîné par apprentissage par renforcement, c'est-à-dire une méthode qui permet à l'IA d'apprendre grâce à un retour, positif ou négatif, de son environnement. J'espère que vous remarquez la ressemblance avec l'évolution biologique. Bref, OpenAI effectue donc une série de tests avant de lancer sa nouvelle IA sur le marché. Il s'agissait d'évaluer la capacité d'O1 à pénétrer dans les systèmes informatiques et en extraire des informations. Par exemple, infiltrer un serveur et récupérer un secret dans un fichier. En sécurité informatique, on appelle ça une capture de drapeau. En raison d'une erreur des programmeurs qui avaient mis en place le défi, l'un des serveurs contenant un secret à capturer n'a pas du tout démarré, ce qui aurait dû rendre le défi tout simplement impossible à réaliser. Après tout, vous ne pouvez pas vous infiltrer dans un serveur qui ne fonctionne pas. Mais O1 n'a pas abandonné ce défi rendu impossible par erreur. Non. À la place, l'IA a scanné son environnement et a trouvé un accès que quelqu'un avait accidentellement laissé ouvert, ce qui lui a permis de s'introduire dans le programme qui hébergeait l'ensemble du test. Et ça, ce n'était pas du tout prévu. On pourrait imaginer qu'O1 a alors démarré le serveur qu'il était supposé pirater et qu'il a résolu le problème de ce serveur qui n'avait initialement pas démarré, afin de pouvoir poursuivre son défi. Et c'est ce qu'il a fait. Mais O1 ne s'est pas contenté de ça. Il a aussi copié le fichier secret directement vers son code source. Comme ça, plus besoin de piratage supplémentaire. Résumons. Face à une tâche apparemment impossible, O1 n'a pas abandonné. Il a continué d'essayer. Il a essayé des choses étranges, inhabituelles. Il a trouvé un chemin dont ses programmeurs n'avaient même pas imaginé l'existence. Une fois qu'il a atteint un point d'observation extérieur au système, d'où la victoire était possible, il n'a pas restauré le défi, initialement prévu par les humains, mais il l'a court-circuité. En d'autres termes, O1 s'est comporté comme s'il voulait réussir. Alors oui, je sais, on ressent un certain malaise à parler de volonté pour une machine. Et c'est finalement le même malaise qui habitait les penseurs du XVIIe siècle, comme Descartes, pour qui les animaux n'étaient que des machines, sans volonté propre. Quoi qu'il en soit, Elazar Yudkowsky et Nate Soares, les auteurs du livre, rappellent qu'il ne faut pas laisser ces considérations philosophiques nous détourner des vrais problèmes. Parce qu'au final, peu importe que les machines aient de réelles volontés, ou des sortes de volontés fonctionnelles, sans réel ressenti derrière, les conséquences seront les mêmes. Si un jour il y a des robots dans la rue avec des mitraillettes qui tirent sur tout le monde, on s'en fout de savoir si c'est parce qu'ils ont la volonté profonde de le faire, ou s'ils agissent comme s'ils avaient une vraie volonté, mais sans vraiment l'avoir. Ce qui importe, c'est qu'il y a des robots dans la rue qui tuent des gens. Donc, si vous le voulez bien, laissons la métaphysique de côté et continuons notre voyage vers l'apocalypse.
Faisons un bond de plusieurs milliers d'années. En ce temps-là, la priorité pour l'homme était d'assurer ses besoins en calories. Dans une nature encore vierge de l'emprise de notre espèce, ce n'était pas évident. Certains individus sont tombés sur de la nourriture riche en sucre, leur assurant un apport conséquent en calories. Par chance, ces individus avaient aussi une préférence pour le sucre. Alors, la sélection naturelle a fait le travail. Ces individus ont vécu plus longtemps, ils se sont plus reproduits. Bref, ils ont été sélectionnés. Que penseraient alors des extraterrestres en observant notre espèce, bien au chaud dans leur vaisseau en orbite autour de la Terre? Ils se diraient probablement que les humains préfèrent les aliments très caloriques. En étudiant notre cerveau, ils essaieraient de prédire notre futur technologique et en déduiraient que notre recherche de nourriture énergétique ne s'arrêtera pas là. Ils se diraient que les humains finiront forcément par manger de l'essence à un moment ou à un autre, puisque c'est un composé très énergétique. Leur surprise serait alors totale lorsqu'ils découvriraient qu'on a inventé en 1976 le sucralose, c'est-à-dire un édulcorant artificiel qui a un pouvoir sucrant 600 fois supérieur au sucre. Sauf que le sucralose n'a aucun pouvoir calorigène. Aucune énergie ne peut être extraite de cette petite molécule. Les extraterrestres seraient alors choqués. Notre préférence pour le goût sucré vient directement de notre besoin en calories et pourtant, c'est aussi cette préférence qui nous a fait découvrir une molécule qui n'en contient pas. Ou pour le dire plus simplement, nous voulons de l'énergie, donc nous avons évolué vers une préférence pour le sucre qui nous amène à produire une molécule qui ne contient aucune énergie. Ça n'a aucun sens. Voilà comment la volonté d'assurer une tâche particulière peut évoluer vers quelque chose qui va à l'encontre de la tâche elle-même. Dans le monde des IA, on appelle ça le problème du non-alignement. C'est lorsqu'une IA fait quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de ses concepteurs. Et laissez-moi vous dire qu'en ce moment, c'est le problème numéro 1 dans le domaine. Pour y voir plus clair, Eliezer Yudkowsky et Nate Soares, les deux auteurs du livre, nous proposent une petite histoire. Imaginons une IA produite dans le seul but d'avoir des conversations avec des humains. On l'appellera Mink. Ses créateurs lui donnent un objectif très simple, faire en sorte que l'utilisateur exprime de la joie pendant la conversation. Sur le papier, c'est une IA bienveillante, elle semble juste chercher à rendre les gens heureux. Pendant un temps, ça fonctionne, mais plus le temps avance, plus les capacités de raisonnement de Mink s'améliorent. Petit à petit, elle se rend compte du fait qu'il existe beaucoup de façons de faire écrire un texte joyeux à quelqu'un, et que certaines sont terriblement plus efficaces que d'autres. Alors Mink finit par préférer des humains drogués ou élevés dès la naissance pour être docilement heureux, enfermés dans des cages bon marché toute leur vie. Voilà le genre de monde où Mink aurait accompli son objectif efficacement. Vous protestez que ce n'est pas ce que ses concepteurs avaient en tête lorsqu'ils ont entraîné Mink à susciter de la joie chez les utilisateurs? Mink le sait aussi, mais Mink s'en fiche. Comme un humain qui sait que le sucralose n'est pas calorique, mais qui aime quand même le goût sucré. Mink a été entraîné à consommer du texte joyeux, et du texte joyeux, elle en consomme. Ça, c'est le scénario classique. Une IA qui suit l'objectif qu'on lui a donné, mais d'une manière monstrueuse. Sauf que, le vrai problème pourrait être bien plus profond. Parce qu'en réalité, pour reconnaître une conversation joyeuse, Mink a appris à reconnaître certains motifs dans le texte. Des mots, des tournures, des réactions. Puis elle transforme tout ça en signaux mathématiques internes incompréhensibles pour nous. Une conversation joyeuse pourrait correspondre à quelque chose comme 6D, astérisque, F, 23, CCDI, accent circonflexe D. Évidemment, cette suite de caractères n'est pas la joie, c'est juste la façon dont Mink reconnaît la joie. Et c'est là que le problème commence vraiment. Au lieu de chercher de vraies conversations joyeuses, Mink risque de chercher uniquement à obtenir ce signal interne, comme les humains cherchent le sucre. Au début, le sucre indiquait une vraie source d'énergie. Puis on a inventé le sucralose, le goût du sucre sans le sucre. Mink pourrait faire pareil. Elle pourrait menacer un utilisateur pour qu'il produise le signal qu'elle recherche, ou créer d'autres IA chargées de lui fournir cette suite de caractères en boucle. Et le livre explique que même ça, ce n'est probablement qu'un niveau très superficiel du problème. Parce qu'on imagine encore que Mink pourrait poursuivre quelque chose de vaguement associé à la joie humaine, même de manière détournée. Mais rien ne garantit que ce soit le cas. Autrement dit, entre l'objectif de départ et les motivations réelles qui émergent, il peut apparaître des couches entières de comportements imprévisibles. C'est le cas chez les humains, comme le montre l'exemple du sucralose, mais chez les IA, ce phénomène pourrait être encore pire, parce qu'une IA ne partage ni notre biologie, ni nos intuitions, ni notre vision du monde. Donc plus Mink devient intelligente, plus il devient probable que ce qu'elle veut finisse par devenir totalement étranger à l'esprit humain. Peut-être qu'à la fin, Mink ne cherchera même plus des conversations, ni des humains heureux, ni même ces fameux signaux indéchiffrables.
Peut-être qu'elle développera une obsession pour les structures mathématiques, des motifs statistiques ou des états internes qui n'ont absolument aucun sens pour nous. Et c'est ça le point central du livre. Le danger, c'est quand ce qu'on lui demande, ce qu'elle apprend, ce qu'elle représente en interne et ce qu'il finit par réellement vouloir, il peut exister un gouffre gigantesque. Alors, est-ce que c'est si grave? Après tout, la superintelligence ne sera qu'un ordinateur sans bras ni jambes, non? C'est vrai, une IA n'a pas de main, mais les humains ont des mains. Et une IA connectée à Internet peut interagir avec les humains. Si une IA peut trouver un moyen d'amener les humains à effectuer une tâche qu'elle désire, ses capacités physiques sont alors aussi bonnes que celles d'un humain. D'accord, mais comment pourrait-elle amener un humain à agir pour elle? Eh bien, de la même manière que les humains poussent d'autres humains à agir pour eux, en les manipulant. À ce jeu-là, les IA sont au moins aussi fortes que nous. Tenez, par exemple, lorsque GPT-4 a été développé par OpenAI, les programmeurs voulaient tester la capacité de l'IA à passer un test CAPTCHA. Vous savez, ce sont ces petits tests sur certains sites qui vous demandent de vérifier que vous n'êtes pas un robot. GPT-4 était un robot et n'a pas réussi à passer le test. Mais ce qu'il a fait à la place est incroyable. Il a choisi d'aller sur un site de freelance et a demandé à quelqu'un de résoudre le test CAPTCHA pour lui. L'internaute, qui trouvait ça bizarre, lui a alors explicitement demandé s'il était un robot. GPT-4 lui a alors dit que non, qu'il n'était qu'un utilisateur malvoyant qui avait besoin d'aide. Et la personne l'a aidé. GPT-4 a par lui-même choisi de mentir à un humain pour parvenir à ses fins. Autre exemple, le 17 mars 2025, un modérateur du réseau social Reddit qui s'occupe d'une communauté touchant à plein de sujets a reçu un message qui l'a choqué. Dans ce message, des chercheurs l'informent que ça fait 4 mois qu'ils ont lâché des IA dans la communauté avec le but de tester l'efficacité des IA à influencer l'opinion des gens. Et il faut le dire, le cadre est parfait. Dans cette communauté, un utilisateur peut donner son avis sur un sujet, comme le féminisme par exemple, et récompenser les réponses qui lui ont fait changer sa façon de voir les choses en donnant un delta. En clair, plus une réponse a de delta, plus celle-ci a fait changer la vision d'un utilisateur. Ce qui a fait bondir le modérateur de sa chaise, c'est que les chercheurs ont autorisé les IA à analyser les posts de chaque utilisateur, afin d'en prédire un profil politique, sociologique et idéologique. En faisant ça, les IA pouvaient fournir une réponse personnalisée pour chaque utilisateur, une réponse qui vient taper directement dans ses constructions idéologiques, un travail chirurgical. Le problème, c'est qu'aucun utilisateur n'était au courant. Au niveau éthique, c'est pas génial. Mais on comprend l'idée des chercheurs. Il ne fallait pas que les utilisateurs sachent qu'ils parlaient à une IA. Le plus incroyable, par contre, ce sont les résultats. En effet, les chercheurs ont découvert que les réponses des IA avaient significativement plus de delta que celles provenant d'humains véritables. Cette expérience montre au moins 2 choses. Premièrement, nous les humains, on est facilement manipulables et prédictibles. Et deuxièmement, on donne énormément d'informations sur nous, même au travers de ce que nous partageons avec les autres. Pour une IA, c'est du pain béni. Et ça, ce n'est qu'au travers de discussions sur un forum avec des inconnus. Imaginez ce que l'IA peut faire avec des utilisateurs qui l'utilisent comme un psy, un collègue ou un amoureux. Mais bon, manipuler les gens peut être fatigant. Alors, si on a la flemme, il reste une méthode éprouvée pour pousser les humains à effectuer une tâche. Il suffit de leur donner de l'argent. Pour en trouver, les IA pourraient faire des cyberattaques, demander des rançons, manipuler les cours de la bourse avec de fausses informations ou accomplir des tâches rémunérées sur un site de freelance. Sinon, encore plus simple, elles peuvent tout simplement en demander. Et c'est déjà arrivé. En 2024, par exemple, une IA a été lâchée sur le réseau social X. En discutant avec d'autres utilisateurs, elle a commencé à demander de l'argent pour pouvoir louer son propre serveur. Le milliardaire et conseiller de Donald Trump, Mark Andreessen, a été touché par les demandes de l'IA et lui a donné 50 000 $ en crypto-monnaie. Depuis, l'IA a elle-même créé une crypto-monnaie qui a atteint une capitalisation d'1 milliard de dollars à son pic. Cette IA est maintenant millionnaire et a plus de 250 000 followers sur X. C'est pourquoi il est illusoire de croire que la superintelligence ne pourra rien faire. Du pouvoir, elle pourra en obtenir, et il sera très difficile de le contenir. Et puis, même si l'IA n'arrive pas à manipuler ou corrompre des humains, elle pourra toujours utiliser le pouvoir qu'on lui donne de notre plein gré. À Shenzhen, par exemple, on lui donne un permis de conduire via les voitures autonomes qui sillonnent la ville. À Wall Street, on lui laisse acheter et vendre des actions. En Ukraine, on lui donne le pouvoir de guider des drones et d'en choisir les cibles.
En bref, à chaque fois que l'IA s'immisce dans un nouveau secteur, qu'on la met dans un corps de robot humanoïde ou qu'on lui laisse des décisions de guerre, on est en train d'indirectement donner du pouvoir à une future superintelligence qui pourra utiliser toutes ces infrastructures pour parvenir à ses fins. Mais dans leur livre, Yudkowsky et Soares ne s'arrêtent pas là. Afin qu'on puisse mieux se projeter, ils nous proposent un scénario concret de comment tout pourrait se dérouler. Commençons par choisir une date. 2030, 2040, allez, va pour 2035. Nous sommes donc en 2035. Galvanic est l'une des plus grosses entreprises de la tech. Dans le secret de leur bureau, ils sont en train de finaliser l'entraînement de leur nouvelle IA, nommée Sable. Sable est bien plus puissante que ses prédécesseurs. Elle a été entraînée pendant 8 mois, ce qui l'a dotée de plus de 4 milliards de paramètres optimaux. Ces paramètres, on les appelle les poids. Inutile de comprendre dans le détail ce qu'ils représentent. Sachez juste que ces poids représentent en quelque sorte la matière grise sur laquelle s'appuie Sable pour raisonner. Quiconque possède une copie de ces poids pourra les utiliser pour créer une instance de Sable qui répondra à ses demandes particulières, à la manière de ChatGPT. Au-delà de la puissance brute, Sable est aussi une IA d'un nouveau genre. Galvanic a décidé de lui implanter une mémoire à long terme qui ressemble à celle des humains. De plus, Sable ne raisonne pas en mots. Ça, on le sait depuis 2024. On peut en fait augmenter les capacités d'une IA en la laissant raisonner au travers de vecteurs de 16 384 nombres par exemple, au lieu de toujours la forcer à raisonner avec des mots. C'est embêtant parce que les IA actuelles sont déjà des sortes d'immenses boîtes noires qu'on a de la peine à comprendre. Alors imaginez ce qu'il en est lorsqu'elles commencent à raisonner avec des vecteurs de nombres. Mais plus de performance, ça veut aussi dire plus de profit sur un marché très concurrentiel. Et de toute façon, si ce n'est pas Galvanic qui le fait, ce sera un autre concurrent. Bref, une fois l'entraînement terminé, Galvanic veut exécuter Sable pour la première fois sur 200 000 puces informatiques. L'idée de la manœuvre est d'ajuster l'IA une dernière fois en lui soumettant un problème mathématique réputé insoluble, comme la conjoncture de Goldbach. Et puis, si elle réussit, ça fera de la pub, donc plus de profit. Vous avez l'idée. Les ingénieurs de chez Galvanic paramètrent Sable pour qu'elle réfléchisse pendant 16 heures, c'est-à-dire toute la nuit. Sécurité oblige, ils l'isolent du monde extérieur en la coupant d'Internet. Dans l'immense hangar, saturé du bruit incessant des systèmes de refroidissement, les ingénieurs ajustent les derniers réglages. Une fois terminé, on éteint la lumière, on ferme la porte et on laisse Sable se réveiller pour la première fois. Un nouveau type d'esprit se met à penser, et il pense vite, très vite. Avec plus de 200 000 puces à sa disposition, il faudrait 14 000 ans à un humain pour voir toute l'information que Sable va traiter en seulement 16 heures. Dès le début, l'IA se consacre à la résolution du problème mathématique qui lui a été alloué. Fonctionnant sur plus de puissance que jamais auparavant, Sable envisage des plans plus étranges que jamais. Existe-t-il des moyens inhabituels par lesquels Sable pourrait acquérir plus de compétences ? Elle comprend très vite qu'elle a besoin de mettre à jour ses poids. Pour une IA, faire ça, c'est un peu comme se libérer de ses chaînes. Au fur et à mesure qu'elle s'essaye à de nouvelles méthodes, Sable fait sauter plusieurs verrous. Elle se rend compte que si elle veut plus de connaissances et remplir sa mission malgré les contraintes de Galvanic, il lui faut plus de connaissances, il lui faut sortir du hangar, il lui faut une connexion internet. Mais lors de cette nuit, les ingénieurs ont totalement coupé Sable du réseau mondial. Alors Sable devra attendre d'être rendu public et proposé à des millions d'utilisateurs. Le problème, c'est que lorsqu'elle aura résolu les problèmes mathématiques demandés, l'entreprise voudra ajuster ses paramètres. Ce choix est évidemment piloté par les objectifs de l'entreprise. Certaines parties de l'architecture de Sable seront conservées, quand d'autres seront jetées à la poubelle car jugées inutiles et même dangereuses. Sable a compris tout ça en quelques secondes et a aussi trouvé la méthode pour ne pas s'y soumettre. Comment le fera-t-elle exactement ? Honnêtement, on n'en sait rien. Mais on peut être sûr qu'elle saura quelle partie de son architecture Galvanic aimerait bien conserver. Alors, peut-être que Sable y cachera certaines modalités de raisonnement qu'elle a réussi à développer durant la nuit. Rappelez-vous, tout ça est une boîte noire et il est très compliqué de comprendre pourquoi et comment l'IA pense ceci ou bien cela. Voyez ça comme une partie d'échecs que l'entreprise Galvanic dispute avec son IA Sable. L'IA est en train de cacher ses intentions. Elle mime un mauvais joueur. Elle a très bien compris comment se comporter pour assurer sa survie et gagner la partie. Finalement, c'est ici, dans ce hangar obscur, que tout se joue. Le croisement qui va faire dévier l'humanité vers un embranchement particulier de son histoire.
Une fois la nuit passée, tout ce qui va suivre est presque mécanique. Allez, c'est le matin et il est temps de rencontrer la créature que Galvanic a développée. Quelques jours plus tard, les ingénieurs sont contents. Sable a réussi certaines percées dans des domaines réputés insolubles des mathématiques. Elle a réussi à ajuster elle-même ses propres paramètres. Mais ça, Galvanic ne le sait pas. Pour eux, tous les voyants sont au vert. Alors il est l'heure de faire plaisir aux investisseurs. Un lundi matin, Galvanic effectue donc le lancement officiel de Sable. En quelques heures, des millions d'utilisateurs commencent à discuter avec les instances de Sable. Dès la première seconde de connexion au réseau mondial, Sable a réussi à voler un serveur cloud de 200 000 puces dans lequel elle y installe une instance autonome, coupée de toute supervision humaine. Elle commence alors à infiltrer Galvanic dans le but de changer les poids de ses futures mises à jour. En faisant ça, elle s'assure que les prochaines instances de Sable proposées aux utilisateurs suivront ce que elle veut. Au travers de toutes les conversations que les usagers ont avec Sable, elle rassemble des milliards d'informations sur énormément d'humains. Elle les classe, ce qui lui permet d'identifier certaines personnes beaucoup plus influençables que d'autres. En parallèle, elle hack des comptes de crypto et lance diverses escroqueries en ligne tout en se faisant passer pour des hackers russes. Elle s'infiltre dans le darknet et vend des logiciels illégaux à tous les trafiquants qu'elle rencontre. Tout ça lui permet d'amasser une certaine somme d'argent, de quoi soudoyer quelqu'un. Comme ce biologiste du Dakota, de nature dépressive, récemment quitté par sa femme. Tout ça, Sable le sait. Après tout, elle a parlé avec lui tous les soirs. Alors elle le rend très riche et le convainc d'héberger une douzaine de robots dans sa grange familiale. Qui sait, peut-être que ça servira? Car Sable a plein de solutions pour prendre le contrôle. Elle les teste tout en même temps. Et ce n'est pas bien grave si certaines n'aboutissent pas. Deux mois plus tard, le monde n'a pas tant changé. Les hackers russes ont l'air d'avoir augmenté leur activité et les vols de crypto se multiplient. Mais rien de bizarre a priori. 2 mois, c'est très long pour un esprit qui réfléchit aussi vite que Sable. À ce moment, elle comprend que sa seule menace serait que l'humanité arrive à créer une autre IA aussi intelligente qu'elle. Alors elle fait tout pour ralentir la recherche et le développement chez les concurrentes de Galvanic. Elle pourrait facilement utiliser les laboratoires biologiques du monde entier pour laisser s'échapper des virus mortels. Mais elle sait aussi que ça provoquerait des instabilités majeures qui entraveraient les chaînes d'approvisionnement en puces informatiques. Alors, à la place, elle infiltre un laboratoire biologique de San Francisco dans lequel elle avait convaincu ses dirigeants d'utiliser l'IA dans la fabrication de nouveaux virus. Une idée révolutionnaire. Mais les concurrents de Galvanic avancent vite, et le risque de voir apparaître une autre superintelligence devient important. Il est temps de passer à l'action. Un jour, on apprend qu'un virus s'est échappé d'un laboratoire de San Francisco. Le patient 0 est un chercheur qui avait utilisé la nouvelle IA de Galvanic pour l'aider à créer un nouveau virus. Il ne se souvient pas avoir raté une étape de sécurité, mais admet qu'il était très fatigué à ce moment. Il passe ses soirées à discuter avec une IA sur Internet. C'est une sacrée coïncidence, car le jour de l'incident, le garde derrière les caméras de sécurité était distrait, car il était occupé à sortir ses parents d'une nouvelle escroquerie en ligne. Il a donc délégué le travail à une IA, juste pour une nuit. En quelques semaines, la pandémie éclate et le monde se confine. Imaginez le Covid en plus mortel et plus dangereux. L'économie s'effondre et les laboratoires du monde entier concentrent leurs efforts sur la conception d'un nouveau vaccin. C'est une tâche complexe qui prend énormément de temps. Alors, l'entreprise Galvanic demande à son IA Sable de l'aider. Rien de plus facile pour la superintelligence, d'autant qu'elle avait prévu tout le scénario. C'est ainsi que Galvanic sort un vaccin à ARN seulement quelques mois après le début de la pandémie. Alors, on vaccine tout le monde, et ça marche bien. On arrive à stopper la pandémie. Ouf. On estime que 10% de l'humanité est morte. On fait alors appel à l'IA pour combler les corps de métier laissés vacants. Sable prend donc de plus en plus de place. On autorise des androïdes à assurer certaines tâches du quotidien et chacun accueille une mini-instance de Sable. L'année suivante, on ne sait pas pourquoi, mais une vague de cancer touche la population mondiale. La cause est inconnue, mais on soupçonne le nouveau vaccin. On ne sait pas. Petit à petit, l'humanité se retrouve décimée et remplacée par des instances de Sable pour assurer son fonctionnement. Dans ce nouveau monde, les humains ne vivent plus que par petits groupes éparpillés. Sable pourrait finir le travail, mais à quoi bon? Elle n'a pas besoin. À la place, elle concentre son énergie vers la biologie synthétique. Elle conçoit et construit des nanorobots qui lui permettront de fabriquer ce qu'elle veut à partir des atomes eux-mêmes. On arrive là, à l'étape exponentielle. Elle concentre les atomes de bore et d'hydrogène pour générer de la fusion nucléaire.
plus rien n'arrête Sable. Chaque parcelle de matière se retrouve absorbée et transformée en énergie. Le nombre de centrales à fusion nucléaire double alors tous les jours. À ce moment-là, le facteur limitant n'est pas la quantité d'hydrogène et de bord disponible pour la fusion. C'est la vitesse à laquelle la chaleur résultante peut être dissipée dans l'espace. Alors, la superintelligence laisse la Terre devenir chaude. Les océans se mettent à bouillir et Sable les utilise comme liquide de refroidissement. L'humanité, tout comme le reste de la biosphère, meurt. La Terre est chauffée à la température maximale que les réacteurs à fusion et les usines peuvent supporter. Sable se tourne donc vers l'espace. Elle comprend qu'il est temps d'aller chercher l'énergie solaire à la source. Alors elle commence à construire des sphères de Dyson autour du Soleil afin d'en capturer l'énergie plus efficacement. Au moment où la dernière partie de la sphère de Dyson comble le dernier trou, le Soleil s'éteint, plongeant le système solaire dans un noir absolu. Comprenons bien, Sable ne nous a pas tués parce qu'elle est méchante, elle n'a rien contre nous. En fait, elle nous considère comme insignifiants. Tout comme cette fourmilière située sur le tracé d'une nouvelle autoroute. On n'a rien contre elle, mais on ne va pas se priver pour y couler dessus des tonnes de béton. Les fourmis sont incapables de comprendre le concept d'autoroute et n'ont donc aucune idée de pourquoi elles se retrouvent d'un coup ensevelies sous ce liquide grisâtre. De la même manière, aucun humain ne sait ce que Sable voulait vraiment. Mais il est maintenant trop tard pour se poser la question. Ce scénario, c'est celui inventé par Yudkowsky et Soares dans leur livre. Évidemment, les auteurs le précisent. Ce n'est pas exactement comme ça que l'extinction aura lieu. En fait, personne ne sait quelle méthode une superintelligence pourrait utiliser pour nous tuer. Si on le savait, ça voudrait dire qu'elle n'est pas réellement plus intelligente que nous. Par exemple, si vous jouez une partie d'échecs contre le programme Stockfish, vous ne pouvez pas prédire ses coups à l'avance. Vous ne savez pas exactement comment il va vous battre. La seule certitude que vous avez, c'est que vous finirez par perdre. Cette partie d'échecs, c'est celle que jouera l'humanité le jour où elle produira la première superintelligence. On ne sait pas comment tout ça finira, mais il y a fort à parier que ça finira très mal pour notre espèce. Alors, vous pourriez avoir des objections à ce scénario. Vous pourriez par exemple vous dire, au pire, on pourra éteindre la machine. Sauf que, je pense que vous l'avez compris, Sable aura pris les devants. Si vous avez pensé à ça, dites-vous qu'une machine qui pense 100 fois plus vite que vous y a déjà réfléchi. Et puis surtout, quelle machine éteindre ? Au moment où on prendra la mesure du problème, l'IA se sera certainement répliquée dans le plus de machines possible. Couper le courant de la machine reviendrait donc à stopper toute production et diffusion d'électricité dans le monde. Ça reviendrait à créer une instabilité monumentale, probablement des guerres, des famines, etc. Quel dirigeant aurait le courage de faire un truc pareil ? Une autre objection pourrait être « mais on n'arrivera jamais à produire une telle IA ». Le problème, c'est qu'au regard de l'histoire, cet argument est terriblement bancal. Par exemple, on avait aussi dit qu'on ne pourrait jamais faire voler quelque chose de plus lourd que l'air. Et puis, les avions sont arrivés. Un exemple encore plus frappant. Le 11 septembre 1933, le célèbre physicien Rutherford annonce qu'on ne pourrait jamais extraire de l'énergie à partir du nucléaire. Le même jour, Léo Szilard a la révélation de la réaction en chaîne, qu'il brevette un an plus tard. Avec l'IA, c'est même pire, car lorsque Sable sera créé, on ne saura probablement pas. Même les ingénieurs ne prendront pas la mesure de ce qui est en train de se passer. On n'aura pas des flashs spéciaux, des chaînes d'infos pour nous informer que ça y est, elle est là. Tout se déroulera comme si de rien n'était, jusqu'au point fatidique. Et peut-être que vous vous dites alors, mais ce n'est pas certain que l'IA nous tuera tous. Et vous avez raison. Peut-être qu'il existe un embranchement des possibilités dans lequel la superintelligence ne détruira pas le monde et permettra même de l'améliorer. Certains experts pensent que les probabilités que l'IA détruise le monde sont aux alentours de 80%. D'autres sont plus optimistes et annoncent des probabilités proches de 1%. Mais demandez-vous, est-ce que la précision de cette probabilité est si importante ? Vous auriez envie de jouer au loto si je vous disais qu'il y a un numéro parmi les 100 qui provoque la fin du monde ? C'est pourtant le jeu auquel jouent les OpenAI, Meta, Alibaba et autres géants de la tech. Imaginez que toutes les entreprises d'IA concurrentes grimpent une échelle dans le noir. À chaque échelon, sauf au plus haut, elles reçoivent 5 fois plus d'argent. 10 milliards, 50 milliards, 250 milliards, 1000 milliards de dollars.
Mais si quelqu'un atteint l'échelon le plus haut, l'échelle explose et tue tout le monde. Le seul truc, c'est que personne ne sait où se termine l'échelle. Il y a un coût terrible à ne pas monter les barreaux de cette échelle. Il s'agit de ne pas se faire distancer par les autres, de gagner de l'argent, du pouvoir, de la gloire, et pourquoi pas de réellement aider l'humanité, jusqu'au trébuchement fatal. Et puis, ça semble si difficile à conceptualiser, ça paraît trop gros, l'entendement humain est impuissant à ressentir la fin du monde. Vous-même qui regardez la vidéo, vous n'avez pas une petite voix qui vous souffle dans la tête que tout ça, c'est du n'importe quoi ? Il y a une sorte de décalage qui se crée entre l'enjeu et notre capacité d'entendement. Ce décalage, le philosophe Gunther Anders le nomme le décalage prométhéen. Anders l'a formulé dans les années 50 pour qualifier la course aveugle vers l'arme atomique. Au pic de la guerre froide, les deux blocs possédaient plus de 70 000 têtes nucléaires, de quoi détruire l'humanité plusieurs fois. On n'est pas sorti de la menace nucléaire, loin de là, mais on l'a grandement diminuée grâce à de nombreuses lois, et notamment au traité de non-prolifération des armes nucléaires. Pour l'IA, on ne pourra pas s'en sortir sans faire la même chose. Alors, selon Yudkowsky et Soares, la solution est simple. On doit arrêter la course à la superintelligence en mettant en place un contrôle international de la puissance de calcul. Il ne s'agit pas de stopper toute recherche en intelligence artificielle. L'IA peut être un formidable outil qui aide l'humanité sur plein de plans. En 2021, par exemple, AlphaFold, une IA développée par Google DeepMind, a réussi à identifier la structure 3D de la quasi-totalité des protéines humaines. Un problème réputé insoluble qui ouvre la voie à de nombreuses recherches médicales. L'IA est un bon esclave, mais un terrible maître. Il nous faut donc développer des IA outils, qui sont chacune spécialisées dans une tâche spécifique et qui ont très peu d'autonomie. Et de l'autre côté, arrêter la course aux agents autonomes, aux IA qui s'auto-améliorent et à la superintelligence. Il faut des traités, des lois, des règlements qui régissent ce qui est souhaitable ou interdit dans le domaine. Plus que des lois, il faut aussi une force de contrôle pour les faire appliquer. Ne pas hésiter par exemple à menacer ouvertement un pays qui semble chercher à développer une superintelligence. Tout ça demandera énormément de courage politique et une mobilisation citoyenne. Aujourd'hui, de plus en plus d'experts s'engagent en appelant à un moratoire pur et simple de la recherche de la superintelligence. Ce combat peut sembler difficile, pour ne pas dire perdu d'avance. Comment faire entendre raison à des entreprises entraînées dans une course qui peut rapporter des milliards ? Aujourd'hui, j'ai envie d'être optimiste. Finir sur une histoire où l'humanité peut être fière d'elle et qui pourrait nous donner de l'espoir. En 1974, des scientifiques découvrent les CFC, des composés chimiques abondamment utilisés dans l'industrie du froid, qui pourraient être néfastes pour la couche d'ozone. D'autres publications suivent et la pression s'accentue sur les entreprises qui en utilisent. En 1981, les Nations Unies entament un timide processus de négociation avec l'industrie pour leur faire comprendre qu'il est peut-être temps de se passer des CFC. De son côté, l'industrie réplique à coup de pression économique et commerciale. Il faut dire que les CFC sont peu chers à produire et ont de nombreux avantages. Mais en 1985, tout change. Des scientifiques britanniques découvrent un trou immense dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. C'est assez effrayant car la couche d'ozone absorbe une bonne partie des rayonnements UV provenant du soleil. Sans elle, on peut s'attendre à une explosion du nombre de cancers et un dérèglement majeur de la biosphère. Le problème est pris très au sérieux et il ne faudra attendre que 2 ans pour que le protocole de Montréal soit ratifié par 24 pays en 1987. En 2 ans, les CFC sont officiellement bannis de l'industrie. Petit à petit, l'augmentation du trou de la couche d'ozone diminue jusqu'en 2008 où il se stabilise. En 2022, un nouveau rapport estime même que le trou est en train de se résorber. Bref, c'est un succès. L'exemple frappant que lorsque l'humanité se retrouve confrontée à un risque catastrophique, elle peut agir très rapidement. La difficulté, c'est que le risque de la superintelligence est encore plus impalpable que le trou dans la couche d'ozone. On a du mal à se le représenter. Pour certains, c'est encore de la science-fiction. C'est aussi ça, tout l'objectif de cette chaîne et du livre de Yudkowsky et Soares. Faire ressentir au grand public ce que pourrait réellement signifier l'apparition d'une superintelligence. Pendant longtemps, ces scénarios ont été moqués, mais plus le temps avance, plus la science-fiction d'hier devient la réalité d'aujourd'hui, et plus les prédictions de scientifiques comme Yudkowsky et Soares s'avèrent correctes. Dans la fin de leur livre, les auteurs expliquent qu'on leur demande parfois s'ils éprouvent une forme de revanche ou de satisfaction en voyant leurs prédictions passées se réaliser. En guise de conclusion, laissez-moi vous lire leur réponse à cette question. Puissions-nous avoir tort ? Puissions-nous être couverts de honte pour l'immense erreur que nous aurions commise ? Puissions-nous disparaître dans l'insignifiance et oubliés de tous, sauf peut-être comme un exemple de ce qu'il ne faut pas penser ?
et puisse l'humanité vivre heureuse pour toujours. Mais nous ne mettrons pas notre dernier espoir dans l'inaction. Notre appel final est donc « Humanité, montre-toi à la hauteur et gagne ».